Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Apéro Auto qui est un apéro F1. Et on va parler de choses un peu anciennes. Et puis, j'ai la chance d'avoir pu réunir mon ami Pat Béard, ancien photographe F1 connu dans le monde entier et ancien membre de la FIA qui s'occupait des relations et de câliner les journalistes photos à une époque où ils en avaient bien besoin. Alors, ils en ont toujours besoin, mais en tout cas, ils s'en occupaient et très bien. Donc, il connaît beaucoup de choses. Et le deuxième, mais non pas par le talent, mais par l'ordre d'apparition à l'image, j'essaie de me rattraper, l'excellent, vous voyez, je fais une intro fantastique, l'excellent Laurent-Frédéric Bollé, qui chaque jour avec lequel j'échange de plus en plus et que j'apprécie comme le bon vin de plus en plus. C'est inutile de lui dire, il a une carrière à la télévision, à la radio, à l'écrit, et puis quand même un peu centré, enfin, il sait tout sur tout, mais quand même un peu F1, un peu Le Mans, et puis le F1, il est picousé, il fait une émission qui s'appelle l'Afterlap en podcast, où il fait le débrief de chaque Grand Prix, aussi toutes les semaines une émission sur tout ce qui est compétition, donc il a encore les deux doigts dans l'échappement de la F1, et on va essayer de parler, et il y en a tellement à dire, de tout ce qu'ils m'ont dit, il y en a tellement à dire, on va parler de Guy Ligier et de Jacques Laffite, ou de Jacques Laffite et de Guy Ligier, parce que les deux m'ont dit l'un comme l'autre, c'est difficile, quand on parle de F1 de ces hommes-là, de dissocier les deux. Tant ils s'entendaient de façon parfaite. Et comme on a extrêmement préparé cette émission, et qu'il y a tellement de choses à dire, moi je ne sais même pas comment introduire ce que va dire Laurent-Frédéric, qui est en train de chercher dans sa tête ce qu'il va dire. Non, je sais. Non, mais toi, tu as connu Guy sur les paddocks, oui. Par Guy Ligier. Et quand tu étais journaliste, le Guy Ligier, il était à la hauteur de sa réputation, ou quand il gueulait parce que c'était un peu la commedia dell'arte? Toi, tu es rentré par ça. C'était quoi ta relation, ton perçu de Guy Ligier? Alors, d'abord, bonjour François, bonjour Pat, merci pour ces mots d'introduction François. Pat, quel plaisir de te retrouver, car effectivement, au milieu des années 90, voilà déjà, s'il faut citer un souvenir, on se côtoyait sur les Grands Prix et on s'est toujours très bien entendu, donc c'est évidemment un super moment là que de se retrouver pour cet apéro auto, et puis c'est super sympa. Alors la thématique, pour rentrer dans le vif du sujet, Ligier-Laffite, écoute, moi, alors, on détaillera plus tard. Moi, j'ai entendu parler de Guy Ligier et même de Jacques Laffite pour la première fois quand j'étais vraiment enfant, j'ose le dire. C'est la fameuse histoire de 75, quand il y a le test en quelque sorte pour savoir qui va piloter ce nouveau projet français, Ligier, dont on sait que ça va être une aventure française pour la F1. Et moi, j'en entends parler dans mon enfance parce que je comprends qu'il y a un problème. Jean-Pierre Beltoise est le pilote numéro 1 français. Dans la foulée de sa victoire à Monaco, dans son statut, tout ça, il n'y a pas de problème. Sauf que je comprends qu'il y a un drame franco-français qui se joue et que Jean-Pierre Beltoise va être évacué, si j'ose dire, éjecté, et c'est Jacques Laffite qui va prendre le volant. Et ça, je m'en souviens très bien, j'avais conscience que là, il y avait une histoire franco-française qui se jouait et que, entre un pilote peut-être un peu vieillissant, si j'ose dire, et un autre qui émergeait, il y avait un petit drame qui était en train de se jouer. Mais voilà, ça n'allait pas plus loin. Toujours est-il que dans les années qui ont suivi, et notamment moi, quand je suis arrivé un peu plus concrètement dans le milieu du sport automobile et à le couvrir en tant que journaliste, Guy Ligier, effectivement, c'était ce qu'on peut appeler un monstre sacré, quoi. Tout le monde savait à distance que le gars, c'était un entrepreneur de dingue, une vie hors norme, une personnalité explosive, et j'emploie l'adjectif à dessein parce que tout le monde était au courant des colères de Guy Ligier, tout le monde était au courant de ses éruptions, de son management un peu spécial. Il y avait aussi, j'entendais bien des critiques sur son positionnement même politique. Voilà. Il y avait un tout qui faisait que Guy Ligier était une personnalité un peu clivante, mais qui sortait de l'ordinaire. Et moi, effectivement, quand je l'ai vu pour la première fois,
j'avais en face de moi une légende, quoi. Parce que ce type-là, par ses coups de gueule, par son aura, par sa personnalité, par même son look, tu vois ce que je veux dire? Il en imposait, quoi. Donc, tu te sentais comme un petit garçon. Donc, moi, la première fois que j'ai interviewé Guy Ligier au milieu des années 90, bah ouais, je le dis, comme la première fois que tu interviews Jean Todt, t'es un peu, ouais, tu te fais un peu petit, quoi. Tu t'emmènes pas large. Il t'intimide un petit peu quand même, le monsieur. Donc, voilà, moi, mes premiers souvenirs, si on veut lancer un petit peu le débat de Guy Ligier et de ce qu'il représentait à l'époque. Moi, j'ai une question, parce que ça, je ne l'ai jamais lu, donc ça cultivera peut-être les gens. J'avais l'impression, Guy, il n'est pas tout le temps sur les Grands Prix, ou quasi pas, en fait. En fait, il restait, c'est ça? En fait, Mais comment alors ça se passait justement, et quand on attends, voyait? Pat après va pouvoir embrayer. Après, bon, ça je te dis, c'était mon souvenir d'enfance où je comprends qu'il y a une équipe Ligier, il y a un projet français et qu'il y a déjà une histoire de pilote. Mais mon véritable éveil à la Formule 1, c'est 77, où je prends conscience que ce sport est un sport de dingue avec le Grand Prix d'Afrique du Sud que j'ai raconté dans un de mes épisodes de podcast, parce que c'est un drame absolu ce qui se passe à Kyalami en 77 avec 2 morts. Donc là, je commence à me dire, mais c'est quoi la Formule 1 en fait, concrètement? En 78, je commence à suivre les Grands Prix par-ci par-là à la télé parce qu'ils sont retransmis sur TF1. Et c'est en 79 que là, je plonge dedans à fond. Or, tu sais comme moi, François, et je suppose comme tous ceux qui nous écoutent, que les 2 premiers Grands Prix de 79 donc, sont mythiques parce qu'évidemment, c'est la campagne sud-américaine et c'est les 2 victoires de Jacques Laffite avec la Ligier JS11 et ce rêve qui devient là vraiment réalité. Ligier peut gagner le titre. Laffite ou de Paillet, il faut voir, mais en tout cas, on va dire Laffite dans un premier temps, Laffite peut devenir champion du monde. Il y a un élan extraordinaire au point de vue français. Or, les Grands Prix sont toujours à la télévision, ça c'est sûr. Ils sont en fin d'après-midi avec le décalage horaire, le dimanche en fin d'après-midi, et Guy Ligier est en plateau sur TF1 à Paris. Incroyable. Est-ce que tu imagines de nos jours Toto Wolff en direct à la télévision allemande pour commenter le Grand Prix de Mercedes? Bon, alors c'est arrivé pour Binotto l'année dernière chez Ferrari, il n'a pas été sur tous les Grands Prix. Ok, admettons que c'est encore possible. Même Wolff, je crois qu'il en a raté un. Enfin bref. Mais à l'époque, on sait bien que c'est pour une question d'organisation, peut-être de coût, et le patron n'est pas sur place. Et c'est quasi pas un scandale, c'est comme ça, quoi. Et donc Guy Ligier est sur le plateau de TF1, il regarde le Grand Prix comme nous tous, et il commente en direct la victoire de Jacques Laffite, donc sa victoire de son équipe pour sa voiture. Et moi, je m'en souviens, mais comme si c'était hier, quel moment magique de télévision, quel moment de sport fabuleux. Et pour un jeune garçon, adolescent, pré-ado, on va dire, qui là vraiment devient picousé par la Formule 1, ça, je peux vous dire, ce sont des souvenirs qu'on n'oublie pas. Et toi, Pat, tes premiers contacts avec Guy, c'est quoi? Ouais, moi, j'étais photographe, si tu veux, à l'époque de ces années-là. À cette époque-là, je vivais en Californie. Donc, je faisais que, disons, 4 ou 5 Grands Prix par an. Mais à l'époque, tu avais Long Beach, enfin, il y en avait 3 ou 4 entre le Canada et le Mexique, etc. Bref, mais j'ai rencontré Guy la première fois sur les essais hivernaux au Ricard. Et comme tout le monde sait ici, les essais, il peut faire très très froid au Ricard au mois de janvier-février quand il y a les essais hivernaux. Et à un moment donné, dans un break, j'étais avec mon ami Bernard Assé et on attendait de faire des photos de pilotes. Mais Guy arrive et il faisait un peu la tronche. Hein. Donc ça, c'est, comme l'a expliqué Laurent Frédéric, c'était un trait de caractère, hein, disons. Et Bernard, il allume une cigarette et Bernard, pour le décontracter, il lui dit mais Guy, dis-moi, c'est pas une Gauloise, ça? Et parce qu'il est en train de fumer le Marlboro. Donc, il éclate de rire. Et nous, bien sûr, derrière, blablabla, on fait les photos d'un Guy Ligier souriant, ce qui n'est pas souvent le cas. Mais tout ça, on oublie tout ça parce que si tu veux, ce qui s'est passé, ce que j'ai des souvenirs de Guy, ils sont intimement liés avec Jacques Laffite, mais bon, ça, on va en parler. Mais si tu veux, c'était l'hospitalité qu'il nous faisait dans son motorhome. Il y a eu Elf aussi, avec M. Guiter qui nous ouvrait les portes. On avait une hospitalité fantastique, mais Guy dans son motorhome le faisait aussi. Hein. Il nous accueillait, il nous donnait à manger. Tout. Donc, si tu veux, à l'époque où c'était quand même vachement compliqué parce qu'il y avait une séparation, comment dire ça pour être diplomate, assez franche entre les Anglais
et les non-anglais. Voilà. Alors, les Anglais, ils étaient entre eux, et les écuries anglaises, elles s'occupaient des journalistes et des photographes british. Et nous, C'est étonnant de la part des Anglais. c'est étonnant, oui, c'est étonnant. Et puis après, il y avait, mais si tu veux, nous, on allait à l'époque, il y avait rien sur place pour manger ou pour se restaurer. C'est pas comme maintenant, hein. Il n'y avait rien du tout, pratiquement rien. Il fallait sortir des circuits. Bon, bref. Et moi, je n'ai que des bons souvenirs de Guy. Mais il y a un épisode après, on parlera après. Vas-y. Non, en 85, on était en Autriche, ok, à Zellweg. Je sais de quoi tu vas parler. L'ancien circuit pas celui de maintenant, l'ancien circuit. Bref, à un moment donné, il y avait pendant la course était assez, disons, c'était assez chiant, voilà. Bref, je crois que c'est Alain qui a gagné, mais je suis pas sûr. Hein, je suis pas sûr. Il faudrait regarder ça de plus près. Mais à un moment donné, il y avait Jacques devant, Jacques Lafitte, et Andrea de Césaris derrière. Et dans un des derniers du grand gauche, mon Andrea, il s'envoie, en suivant Jacques, il a dû être déventé quelque chose. Pof, il part dans l'herbe, il me fait une cabriole, machin, deux, trois tonneaux. Moi, j'étais à côté de Gilles Levent, le photographe des PPI, mais Gilles, il est arrivé en bout de film, et moi, j'ai toute la séquence. Mais ça, c'est pas le propos. Donc, Andrea se lève, il retourne au paddock, il dit cette phrase qui est devenue très célèbre, il dit « J'ai fait un petit attaqueux ». Alors moi, je l'ai Sauf qu'il avait complètement cassé la voiture. Ah oui, bah attends, c'est une cascade qui nous fait. Attends, t'as vu le crash qu'il fait, hein, c'est dingue. Mais attends, Laurent Frédéric, le truc qui s'est passé, c'est que la veille, pourquoi il ne s'est pas fait mal, c'est parce qu'il avait plu la nuit de samedi à dimanche. Il avait beaucoup plu. Et l'herbe qui était à l'extérieur du virage avait fait quelque chose c'est comme une éponge, vous savez. Ça avait permis à la voiture de s'enfoncer et pas de partir en cabriole et faire 15 tonneaux. Donc, si tu veux, ça avait amorti la chute. Et ce qui avait permis, la voiture était détruite, certes, mais à l'époque, les voitures. Bon, bref. Et mais la veille, ce qui s'est passé, c'est que le matin du Grand Prix, on arrive donc au autodrome Multiplié, et le haut-vent, à l'époque, c'était un camion, un bus, avec un haut-vent comme ça, et qui servait de protection. Sauf qu'il y avait quelqu'un dans l'écurie qui avait oublié de remonter le haut-vent dans la nuit, et il était gorgé d'eau, il s'était arraché du camion. Ça fait que Guy, ce jour-là, il avait cassé pratiquement tout son motorhome, plus la voiture. Et la Grand Prix d'après, qui était à Zandvoort en Hollande, Monsieur de Césaris a été remercié. Ouais. Et pour rebondir sur les relations avec Jacques, votre vision, c'est pourquoi il y avait cette relation quasi père-fils. Moi, je la vois de l'extérieur, vous savez plus que moi. Moi, c'est ce que j'ai lu, ce qu'on lisait. François, c'est parce que Jacques, il faut que tu saches que d'abord, comme Brand Denis, qui ne veut jamais l'admettre, c'est un ancien mécano. Il voulait faire de la compétition, il n'avait pas les sous pour faire, donc il a commencé à mécaniquer sur les voitures. Machin, et il est monté petit à petit, si tu veux, un peu comme Renaudis, encore une fois, mais Renaudis, il ne veut pas qu'on en parle de ça. Et donc, Jacques, c'est une connerie, bien sûr. Tous les hommes ont le droit à s'élever. Et ce qu'il se veut, Jacques, il avait cette particularité il y avait une espèce d'association père-fils un peu. Ou alors grand frère, petit frère, si tu veux, entre Guy et lui. C'était évident de le voir, si tu veux. On le voyait tout le temps. Mais c'est pas que Guy allait favoriser un des coéquipiers de Jacques Lafitte. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la relation entre eux, elle était visiblement très filiale. Enfin, si on peut pas. Oui, mais c'est d'autant plus étonnant à la rigueur que lorsqu'on revoit la situation, et moi, tel que je vous l'ai exprimé tout à l'heure, donc je vous faisais part de cette
comment dirais-je, cette compréhension d'une situation où il y avait un pilote titulaire qui finalement n'allait pas être titularisé et que c'était le petit jeune qui allait prendre sa place, Jacques Lafitte. Bon. Mais ce qui était incroyable, et ce que tout le monde a oublié, c'est qu'effectivement Jacques Lafitte sort de sa campagne victorieuse en F2 et quelque part c'est tout à fait mérité qu'il soit promu en F1 et il n'y avait rien de mieux, c'est vrai, que ce nouveau projet français et avec effectivement une entente qui se passait bien avec Guy Ligier. Mais vous vous souvenez quel âge il a, Jacques Lafitte, à ce moment-là? Il a 32 ans. Non mais attends, tu imagines, on prendrait comme ça à boule pour point des gens, on dirait bon ben voilà, Jacques Lafitte il venait de gagner la F2, il allait débuter en F1, quel âge il avait? Ben, on dirait il avait 21 ans quoi. Non, c'était déjà au jour d'aujourd'hui un vieux. Donc quelque part je dirais que Jacques Lafitte attendait son heure et Guy Ligier avait bien senti qu'effectivement, je crois, il y avait un appétit peut-être un petit peu plus fort, il y avait comment dirais-je, une progression de carrière qui était un petit peu plus évidente pour Jacques que pour Jean-Pierre, effectivement, contre lequel, évidemment, on n'a rien du tout. Et je crois que les deux se sont rencontrés avec, effectivement, un tempérament très envahissant pour l'un, mais qui fait office un petit peu de père à tous les niveaux, et un Jaco qui, moi, je m'en souviens, parce qu'on n'est pas tout à fait de la même génération, vous avez compris que moi, j'étais encore à l'école à ce moment-là, quand tous les dimanches matins, je regarde Automoto ou que je regarde les reportages de José Randinski ou de Bernard Giroux sur les Grands Prix en question, c'est vrai que le Jacques, il fait toujours le pitre. Il faut être honnête, on s'en souvient toujours comme un rigolo, quoi. Bon, les deux se complètent et c'est ça qui est bien. Oui, mais c'est ce que tu dis, c'est ce qui est assez amusant, c'est que c'est un peu, comme on dit, l'eau et le feu. Parce que Jacques, qui je pense est quelqu'un d'extrêmement sérieux et d'extrêmement pro, c'est peut-être une façon de couper la pression, de faire le guignolo, etc. Je ne le pense pas du tout, excusez-moi l'expression, un branleur, je ne le vois pas du tout comme ça. Mais quand même, qui extériorise d'une façon tout le temps positive, etc. Tu ne le sens pas, comme tout le monde doit y râler de temps en temps, mais c'est plutôt un mec qui est quand même dans le positif et dans la bonne humeur. Et de l'autre côté, un Guy qui est décrit comme étant quand même un peu plutôt bougon, râleur, etc. C'est marrant que ces deux pingouins-là, ils arrivent à s'entendre, quoi. Ouais. Mais je vais te raconter, pour rebondir sur Laurent Frédéric, le côté blagueur de Jacques, au Grand Prix de Dallas en 84. Le seul Grand Prix qu'il y a eu là-bas, qui n'aurait jamais dû avoir un Grand Prix là-bas. Enfin bref, c'est pas le seul de propos. Il y avait, à l'époque, je te rappelle, il y avait un warm-up. Et le warm-up, il était pour des raisons parce que l'après-midi, il fait très, très chaud, il l'avait fait à 7h du matin. Et mon Jacques, mais ça, moi, je l'ai raté, je ne savais pas, sinon je ne l'ai pas eu en photo. Il arrive dans le paddock en chemise de nuit, avec une bougie dans la main, parce qu'il voulait montrer que c'était à tel point, c'était ridicule de faire un warm-up qui, en fait, n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce que l'asphalte partait en lambeaux. Ouais. C'est là où ils arrachaient les plaques d'égout ou un truc comme ça, non? Non, les plaques d'égout, c'était à Long Beach. Enfin, bon, bref, c'était un peu pas. Mais si je te donne un autre facétie de Jacques, je crois que c'était à Long Beach ou peut-être à Las Vegas. Je ne me rappelle plus très bien. Comme disait Juliette, j'ai la mémoire qui flanche. Et à l'époque, les paddocks, les voitures étaient rangées très très près du public. Il y avait très peu de distance entre les deux. Et il y a un moment donné, il y a Jacques qui est en train de discuter avec des mécanos, et il y a un spectateur qui lui tend un programme pour qu'il suive, qu'il le fasse, qu'il signe un autographe. Et là, tu sais qu'aux États-Unis, et moi, mon épouse est américaine, hein, donc je peux le dire, mais il y a des sbires qui sont plus carrés que carrés. Alors, il y a un sbire, un gros malabar qui vient, un Men in Black qui arrive et qui sort qui essaye d'arracher le programme pour le bonhomme. Et Jacques, à ce moment-là, il sort de la conversation qu'il avait avec ses bonhommes, il va voir le gars et il dit en anglais au sbire, il lui dit écoute, laisse tomber le machin, voilà, il prend le programme, il le signe, il leur donne un bonhomme. Voilà, ça c'était Jacques Lafitte. Tu vois, il était très gentil et il avait toujours compris que lui, ne venant pas il a dû vraiment se batailler pour être en Formule 1. Mais comme Beltoise, hein, même chose. Hein. Si tu veux, le truc, c'est que
On se rappelle tous que Beltoise, il a eu son accident de moto Voilà. et qui s'est fait mettre le bras en une position pour qu'il puisse tenir le volant. Enfin, bon, bref. Mais si tu veux, Jacques, il n'y a jamais eu. Mais après, je l'ai vu sur le Dakar en 88, Laurent, tu te rappelles de ça aussi, avec la Mercedes, la Porsche verte. Mais il y a toujours eu il n'y a jamais eu de salade avec lui, jamais. Ouais. D'abord, il faut se souvenir qu'avant l'arrivée et forcément la prise de pouvoir, si j'ose dire, d'Alain Prost par rapport au sport automobile français et la Formule 1, Jacques Laffite est le pilote emblématique français de la Formule 1. Et c'est une époque où on parle, il y a aussi Didier Pironi, il y a Patrick Tambay, il y a Patrick... Bon. Mais Jacques est le porte-parole, le porte-étendard de la Formule 1 française. Bon, déjà, être arrivé à ce statut, à le personnifier, à le symboliser, c'est déjà énorme. Et on n'est pas ça, on ne devient pas ça si effectivement on n'est pas focalisé sur son métier, qu'on ne va pas chercher les résultats et qu'on n'a pas des qualités énormes. Donc François, ça tu l'as bien dit, effectivement. Jacques, c'est effectivement un peu une façade, un peu peut-être parfois de pitre, mais ça fait du bien. Il faut se dire qu'on est dans une période où on a aussi des James Hunt, par exemple. Donc, effectivement, bien sûr, il y a des Lauda, oui, il y a des mecs sérieux, il y a eu des Stewart, il y a des Lauda, il y a des Prost qui arrivent. Mais on a aussi un côté très glamour et un petit côté un petit peu flambeur, si j'ose dire, que Jacques symbolise très bien. Sauf que Jacques, la seule différence, c'est qu'effectivement, il gagne. Je vous rappelle qu'on est dans une année, dans une période où on a encore en souvenir Maurice Trintignant et ses 2 victoires. On a encore comme souvenir doré que François Sever a gagné un Grand Prix et que Jean-Pierre Beltoise a réussi effectivement à gagner un Grand Prix. Or, Jacques Laffite va symboliser une France qui, cette fois, gagne et qui, cette fois, va accumuler les victoires. Et ça, on ne peut pas le retirer à Jacques. C'est Jacques qui a symbolisé ça. Sa victoire en 77, elle est peut-être un peu heureuse, mais elle est déjà là. Et quand on y pense, dans sa saison et demie d'après son démarrage, tu te rends compte, c'est comme si Ocon avait gagné un Grand Prix l'année dernière. Enfin, ce serait extraordinaire. Donc, je dirais Jacques un peu est le Gasly de son temps. C'est la nouvelle vague et c'est quand même un mec qui a quelque chose. On sent qu'il est super fort, quoi. Donc, il va gagner 6 Grands Prix au final. Et voilà, il est le premier à remettre en mouvement une Formule 1 française qui, certes, va exploser et va trouver son apogée avec Prost. Ça, on est tous d'accord. Mais c'est Jacko qui initie le mouvement. Bien résumé, Laurent. Le truc, c'est que, François, si tu te rappelles la période que Jacques Laffite a eue avec Williams, Frank Williams a toujours dressé des éloges fabuleux sur Jacques Laffite. Il a toujours dit, Jacques, il vient d'une autre planète qu'on appelle la France. Parce que bien sûr, pour les Anglais, surtout Williams, qui est le plus british des teams les plus british qui existent devant McLaren. Et si tu veux, mais Franck, il ne s'était pas trompé. Il savait qu'à cette période-là, pendant cette période-là, Jacques n'a pas gagné, mais il a apporté énormément parce qu'il essuyait tous les plâtres du moteur Honda, etc., etc. Donc il n'y avait pas de. Il apportait énormément. Il a toujours apporté beaucoup. Et par rapport à ce que tu dis, j'ai fait un épisode, j'ai eu la chance pour des trucs pro quand je travaillais chez Carrefour d'aller chez Williams à l'époque où ils étaient en partenariat avec BM et avoir déjeuné avec Frank Williams dans un cadre où on discutait off de choses. Voilà. Bon, il y a prescription, puis ce que je raconte n'a pas beaucoup de trucs. Et je ne sais pas comment ça a roulé sur la discussion au déjeuner. Et on a parlé du fait que justement, il y avait eu Jacques Laffite et que pour une écurie anglaise, vrai, c'est ce que tu dis. Chez Williams, si on est bien dans l'écurie anglaise, on est bien dans les. Enfin, de toute façon, elles sont toutes anglaises. De toute façon, elles sont toutes dans les schémas comme ça. Et je lui avais posé la question en lui disant, mais avec Laffite, comment ça s'était passé? Et il m'avait dit, en tout cas, j'apprécie, qu'il appréciait, etc., parce que c'est quelqu'un, tu vois, qui est aussi, le discours, il est toujours un peu cadré. Mais il avait dit, la plus grande des qualités de Jacques, c'est que c'est les rares fois, à cette époque-là, dans cette période-là, où Patrick Ed, donc son associé et directeur sportif, vous m'arrêtez si les terminologies ne sont pas les bonnes, se taisait et écoutait quand Jacques faisait des commentaires sur le châssis. Et ça, pour moi, c'était peut-être le plus beau des compliments, parce que Patrick Ed,
je veux dire, ses têtes, mais je pense qu'elle était dure, du Patrick. Et venant en plus, quand je connais un petit peu le Patrick Head, qui est aussi quelqu'un, un vrai anglais, pour écouter un français lui dire quelque chose, ça devait être truc. Mais apparemment, il y avait un vrai respect en termes vraiment de ressenti technique, etc., de conducteur, au-delà de la rapidité. Et donc, je pense que c'est aussi une des choses qui avait fait que Jacques avait réussi à rester. Et c'est ça, il est resté 2 ans chez Williams. Je crois, ouais. Alors, il va 2 ans chez Williams, oui, en 83-4, c'est ça, hein? Et remarque, bon, il est de la chance, c'est qu'il aurait été champion du monde, il serait fait virer. Mais Alors, ça, par contre, Pat, c'est moi qui vais te poser la question. Oui, chef. Car là, par contre, j'avoue que je n'ai pas trop de souvenirs. Je suis encore au lycée, tout ça. Quand effectivement, après 3 campagnes formidables, même si un peu décevantes, je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir, mais c'est vrai que 79, 80, 81, Jacques est pas loin du titre mondial, ça ne se fait pas, il y a beaucoup de regrets, il y a sans doute des erreurs, on le sait tous. Bon. Mais il faudrait qu'il reclaque la porte un peu, on va dire ça, de Ligier en 82 et il passe 2 ans chez Williams en 83-84. Exact. Est-ce que toi, tu crois qu'à ce moment-là, ils se sont fâchés ou pas, en fait? Personnellement, je ne sais pas. Je n'ai pas eu les informations. Je n'avais pas eu les informations à l'époque. Je ne sais pas. Il faudrait qu'on demande à des grandes pointures comme Jean-Louis Moncé ou Johnny Reeve, qui, eux, étaient pleinement là-dedans à cette époque-là. Mais franchement, j'en sais rien. Ouais. De toute façon, peu importe, quoi qu'il en soit, je ne pense pas que même s'il y avait eu une brouille entre les 2 hommes à cette époque-là, elle n'a pas duré très longtemps parce qu'il y a toujours eu un respect énorme entre Guy Légier et Jacques Lafitte. Oui, et il revient de toute façon. Exactement, il revient de toute façon. Tu l'as sous les yeux. Chez Ligier, quand Jacques part, il est remplacé. C'est qui est dans l'écurie? Tu dois l'avoir pas loin. Oui, bouge pas, je vais te dire ça. Alors en 83 et 84, c'est Jarrier. C'est Jarrier-Bezel chez Ligier. Et en 84, c'est De Césaris et Hainaut. Exactement. Donc, c'est un peu peut-être 2 années de transition. Bon, Jarrier, on va rien dire. Okay. Je poserai les questions et c'est peut-être aussi quand on garde les profils, est-ce que c'était aussi un problème? Alors moi, je suis peut-être trop terre à terre, une question de pognon, c'est-à-dire que d'un seul coup, Ligier, il était dans la situation qu'il était plutôt à prendre des piles payants plutôt que de le rémunérer. Et Jacques, il était peut-être pas dans ce schéma-là. Ouais. Si tu me permets, François, une anecdote sur Raoul Bezel. Raoul Bezel, il était sponsorisé sur la Ligier par Café do Brasil. Okay, et ce qui était marrant, c'est que pas tous les grands prix, mais à certains grands prix, il y avait une charmante brésilienne, ou alors pseudo-brésilienne, qui, dans le paddock Ligier, nous donnait des paquets de 1 kg de café do Brasil. Et ben, je veux dire qu'il y avait une queue monumentale pour trouver. Moi, j'en ai gardé pendant longtemps. Ah ouais. Ils donnaient des cafés, des packs de 1 kg. Ou 500 grammes plutôt, pardon, de café do Brasil. Voilà. Donc, et j'ai revu Raoul Bezel des années après à la FIA, parce qu'il est venu pour un truc, je ne sais pas quoi, à la FIA. Et je lui ai raconté ça, et ça l'a bien fait rire. Et du coup, Laurent Frédéric, il est revenu en quelle année chez Ligier, notre ami Jacques? Jacques, donc, il passe 2 ans chez Williams en 83-84, effectivement, et il revient en grande pompe dans l'écurie mère, si j'ose dire, en 85-86, jusqu'à ce fameux Grand Prix de Grande-Bretagne où il se blesse au départ, etc. Donc, dans la carrière de Jacques, il n'y a que 2 équipes, c'est vrai. Tu as Williams, parce qu'il faut se souvenir qu'il commence par Williams de manière un petit peu en matière privée pour Williams, 74-75. Et il y a Ligier 76-82, Williams de nouveau 83-84 et Ligier de nouveau 85-86. Donc, ça veut bien dire que chez Frank Williams et Patrick Head, qui sont 2 durs à cuire, et chez Guy Ligier, qui était aussi un dur à cuire, ça veut dire, mes amis, que le caractère de Jacques était suffisamment souple pour se fondre dans un environnement rigide, un peu directif, un petit peu, pas forcément, un peu pesant, j'imagine, parfois, mais où il trouvait aussi son épanouissement, et avec, effectivement, un professionnalisme qu'on ne va pas renier. Je veux dire, quand on est pilote pour Frank Williams, Patrick Head ou Guy Ligier, c'est qu'effectivement, on a des qualités de pilote que personne ne va mettre en doute, quoi. Donc, voilà, on est bien d'accord. Jacques était un grand monsieur de la F1, ça c'est sûr. Et par rapport au relationnel, justement,
un Ducaro, je dis pas de bêtises, la première période de Jacques chez Ligier, c'est avec Ducarouge qui est directeur sportif, Oui. ou en tout cas il est quoi en fait comme poste, que c'est aussi pas un caractère fastoche, le Ducarouge, quand même, si je suis bien cerné. Oui. Non, non, j'ai une bêtise. Non, mais vous pouvez me dire que je dis des bêtises. Hein. Ben, je ne sais pas ce que Laurent Frédéric va dire là-dessus. Moi, je n'ai eu que des conversations ou des contacts plus que sympathiques avec Gérard Ducarouge. C'était Ouais. tant quand il était chez Lotus, que aussi il était une écurie très british, quand il était chez Alfa Romeo. À l'époque, quand il était chez Alfa Romeo, on l'appelait Ducarosso. Quand il était chez les Anglais, on l'appelait Ducared, et après c'était Ducarouge. Mais si tu veux, il a toujours, pour moi, d'accord. Mais il a toujours été un bonhomme super. Voilà, donc Ducarouge est chez Matra, hein, jusqu'en 1974. Donc il y a bien les 3 campagnes victorieuses au Mans. Et une fois que ce programme s'arrête, Ducarouge effectivement rejoint Ligier, où il va y rester jusqu'en fin 81. Et effectivement, il semble quand même que l'aventure manquée de 81, ce fameux dernier Grand Prix à Las Vegas, où Jacques et Ligier passent tout à côté du titre mondial. Et là, ça fait partie quand même des 2 souvenirs où on peut quand même avoir des regrets et le dire peut-être franchement que là, on est passé à côté du truc et qu'on a mal géré la situation. J'ai tendance à le penser quand même. Bon, et là, Ducarouge s'en va et rejoint Alfa Romeo. Puis ensuite, ses pas vont le mener chez Lotus, on le sait. Moi, j'ai toujours entendu que Ducarouge était effectivement une pièce essentielle de l'échiquier et qui trouvait sa place naturellement entre un Guy Ligier un petit peu au four et au moulin, qui voulait un petit peu tout diriger et qui, de fait, peut-être ne déléguait pas assez. Ça, on peut peut-être lui reprocher ça. Un Jacques qui, parfois, peut-être, donnait l'impression d'être un peu dilettante. Et on a suffisamment développé ce côté un peu d'impression pour bien dire qu'on ne le pense pas sincèrement, mais c'était quand même une autre époque où tu n'avais pas des briefings de plusieurs heures entre les pilotes et leurs ingénieurs après les séances d'essai. Et on sait tous que Jacques, oui, parfois, il allait jouer au golf ou il allait jouer au tennis. Bah oui, ça, mais c'était aussi un petit peu comme ça à l'époque. Bon. Et Ducarouge était un petit peu le taulier, si j'ose dire, sérieux, technicien, ingénieur, qui faisait une sorte de synthèse entre tout ce beau monde. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, c'était un peu quand même une dream team française. Ouais, franchement. Et je n'avais pas percuté qu'en gros, c'est le coup de déclin un petit peu de Ligier, c'est quand même corrélé au départ de Ducarouge, quoi. Ben, non, c'est l'échec. Oui. Hein, c'est ça que je veux dire, François, c'est l'échec. Parce qu'en 81, donc, je te rappelle le contexte, 3 pilotes se battent pour le titre mondial, Rothman, Piquet et Laffite. On arrive à Las Vegas pour le dernier Grand Prix de la saison. Tous les 3 peuvent être titrés. Et quand tu revois le déroulement du Grand Prix, où Rothman est aux fraises, complètement lâché par Williams, il va certes signer la pole position, mais il va terminer 8e à un tour. Anonyme total, complètement démoralisé. Rothman se loupe complètement. Piquet, il est malade, physiquement, il ne tient pas le coup, il termine miraculeusement 5e. C'est un vrai miracle. Et tu as mon Jacques Laffite au milieu, qui lui, on va dire, est solide, qui lui, certes, part 3e dans le championnat, mais finalement, on se rend compte maintenant que c'est lui qui avait les meilleures cartes en main. Et on gère mal la situation, puisqu'il aurait fallu le faire rentrer au stand pour changer les pneus. Et chez Ligier, on ne le fait pas rentrer au stand parce que on estime que s'il reste en piste, il peut peut-être profiter de la situation. Maintenant, on sait que c'était une erreur. Sur le moment, je suis bien le premier à dire que oui, on n'est pas devin, ce n'est pas forcément évident de tout deviner. Le fait est que c'est une erreur stratégique qui a été commise. Bon, et ben, on voit bien que ça se termine mal. En fait, cette saison, elle s'est mal terminée pour beaucoup de monde. Chez Williams, parce qu'on a échoué pour le titre, Rothman, il claque la porte, il est dégoûté. Chez Ligier, il y a un vrai coup d'arrêt. Ducarouge s'en va, Ligier est fou furieux. Laffite ne sera jamais champion du monde. C'est sûr que ça fout un coup au moral quand même. Et puis, chez Piquet et Benetton et Brabham, je veux dire, oui, on est champion du monde. Mais enfin bon, ça a été dans la douleur, donc c'était une fin de saison un petit peu spéciale. Mais c'est vrai que ça a été un échec. On peut le présenter aussi un petit peu comme ça. Et dans les coéquipiers de Jacques, en fait, au global dans sa carrière, il y en a qui lui ont fait vraiment long. Moi, j'ai pas de repère par rapport à ça. Où ils sont ceux avec qui sont pris on va dire, et ceux avec qui c'est bien entendu et ceux qui c'est pas bien entendu. Peut-être ceux qui étaient plus rapides que lui avec qui c'est pas bien entendu. Pat, tu es obligé d'enchaîner. Vas-y, Pat, sur peut-être Patrick Depailler. Oui, voilà, j'allais dire Depailler, oui. Bah oui.
de Payet parce que c'était lui, il était vraiment, vraiment, vraiment rapide, Patrick de Payet, vraiment. Et bon, comment t'expliquer? Encore une fois, comme tu l'as dit, Laurent Frédéric, c'était pas la même époque, c'était pas les mêmes choses. On a toujours reproché à Patrick Depailler cet accident de deltaplane pendant le break en été. Oui, certes, bon, toujours, on peut refaire l'histoire après coup, hein, c'est sûr. Et Depailler, il était, enfin moi je pose des questions de mec qui n'a pas vécu le truc ou qui n'était pas collé à ça. Depailler, il était plus vite que Jacques? Sur certains trucs, mais tu peux pas. François, c'est toujours un peu compliqué de dire ça. Intrinsèquement, peut-être que oui. Mais bon, Jacques compensait parce que sur certains circuits, il se démerdait mieux. Tout. Moi, il m'a raconté un truc, Jacques. Il est, de nos jours, hein, maintenant, avec les boîtes avec les trucs au volant, les palettes au volant et tout, il m'a expliqué qu'à Zellweg, encore une fois, mais à Zellweg, après, il y avait une grande courbe qui s'appelait la courbe Zax, la Zax courbe. Et après, tu avais une espèce de petite montée qui redescendait dans la vallée. Et lui, il était en bourre avec je ne sais plus qui, et il a raté une vitesse. Et en ratant une vitesse, il se passait. Et il m'a dit, tu vois, ça, maintenant, de nos jours, c'est impossible. C'est impossible, tu n'auras plus de vitesse maintenant. Ouais. Il y a d'autres trucs, mais tu n'auras pas de vitesse. Il m'a dit, mais si tu veux, c'est ça qui faisait la différence, c'est qu'il fallait toujours le conduire et puis se mettre pile poil au moment parce qu'à l'époque, tu avais Ferrari et les autres, ils étaient tous en Cosworth avec une boîte Eland, hein, tout le monde, tous les autres. Et si tu veux, lui, il m'a dit, il fallait passer la boîte au moment. Mais bon, si tu veux dire que Depailler était plus vite que Jacques, peut-être sur certains circuits, mais bon, ça ne sert à rien. Oui, alors moi, ce que je pense de cette situation, avec évidemment des décennies après de regard, mais vous savez, quand je suis rentré à Motors TV, on était comment dirais-je, on avait une association avec la boîte de production Afava, hein, que vous connaissez, de la famille Boinard. Et donc, j'ai passé des heures et des heures chez eux, chez Alain et chez Arthur, avec Jacques Floquet aussi dans les parages, pour visionner toutes ces images des années 70 jusqu'au début des années 80. Donc, j'ai bien revu toute cette aventure intérieure. Ce qui est sûr, c'est que le recrutement de Patrick Depailler est effectivement déjà un symbole des ambitions de Ligier. C'est clair, là, on ne s'appuie plus que sur Jacques Laffite en pilote numéro 1 par rapport à une certaine début d'aventure où il y avait un petit côté Ligier d'un côté, Laffite de l'autre, et puis on voit ce que ça donne. Là, ça y est, on passe au niveau supérieur. On a des ambitions pour le titre, et l'arrivée de Patrick Depailler symbolise effectivement une force de frappe incontestable. Et qui fait d'ailleurs feu de tout bois dès le début de la saison, puisque Jacques remporte les 2 premiers Grands Prix, mais on sait aussi que Depailler va gagner le Grand Prix d'Espagne, par exemple, et les Ligier, dans cette première moitié de saison, on va dire, petite moitié de saison, sont les voitures à battre. Bon. Alors, au niveau de l'image, parce qu'on sait tous très bien que dans notre monde, l'image joue beaucoup. Jacques Laffite, effectivement, c'est le pilote Ligier par excellence. C'est le pilote solide qui est capable d'aller gagner des courses comme il l'a fait dès le Grand Prix de Suède 77, mais il n'a pas totalement l'image d'un pilote flamboyant, spectaculaire et intrinsèquement doué. Ce cas de Depailler. Depailler, pour les spécialistes, est un mec qui a un petit peu plus du sens du risque, qui est un petit peu plus attaquant, qui gère un petit peu moins peut-être, mais qui est plus spectaculaire. Bon, alors si je devais trouver une comparaison maintenant, j'aurais tendance à dire, est-ce que c'est un peu Vettel-Leclerc chez Ferrari? Bon, peut-être un petit peu. Il y a quand même un jeune loup, même si à l'époque, c'est des générations, ils ne sont pas aussi jeunes que maintenant, mais il y a quand même un jeune loup Depailler qui arrive dans une grande équipe. Ce n'est pas pour faire de la figuration, c'est effectivement pour déjà se positionner, pour peut-être lui-même aller chercher le titre par rapport à un talent qu'il a en lui et que tout le monde lui accorde. Bon. Donc, c'était un cadeau empoisonné pour Jacques, ça c'est évident. Que Jacques, on lui met dans les pieds un rival. Et un peu cette mentalité franco-française, mais ça se retrouve aussi chez les étrangers, on ne va pas dire, mais où parfois on a du mal un petit peu à essayer de canaliser tout ça. Ça se verra encore quelques années après chez Renault avec Prost et Arnoux, voilà, donc ça a toujours été le cas. Bon, on a un peu 2 coqs dans le même poulailler, hein, c'était ça. Mais Depailler avait une aura un petit peu de pilote avec un P majuscule, là où Jacques avait
une image un petit peu plus de pilote maison, un petit peu moins flamboyant. Or, si là on veut effectivement remettre un peu les choses à leur place, Patrick Depailler arrive et ne bat pas Jacques Laffite. Non, et non, c'est Jacques Laffite qui gagne les 2 premiers Grands Prix. Et Jacques, au soir de Monaco, qui est la 7e manche du championnat, et c'est à partir de là que Patrick Depailler va être absent, Jacques est devant au championnat. Alors, il n'y a que 4 points d'écart entre les deux. Oui, mais on a raison. C'est Jacques qui est devant. C'est Jacques qui est un petit peu le taulier. Depailler a fait des conneries aussi. Il a un abandon notamment en Afrique du Sud et en Belgique, où là, il peut s'en prendre à lui-même. Jacques est plus solide, quelque part, même si on sait sans doute, oui, que Patrick Depailler est un petit peu plus rapide intrinsèquement. Donc, écoute, il y avait de quoi faire une union qui aurait dû, l'union faisant la force, qui aurait dû pousser l'équipe Ligier vers le haut. C'est évident que quand on fait le compte de tout ce qui s'est passé dans cette année 79, avec ensuite les problèmes techniques, le manque de budget, les problèmes des jupes, la montée en puissance de Ferrari, de Williams, bon, ça aurait été difficile quoi qu'il arrive. Mais bon, c'est vrai que la gestion au début d'année n'a pas aidé parce qu'il y avait une ambiance qui est quand même un petit peu dégénérée entre Jacques et Patrick. Même si Jacques a toujours eu des mots sympas. Hein. Oui, Patrick, on ne peut pas lui reprocher non plus d'avoir fait du deltaplane. Et en tout cas, merci et à bientôt. Merci François, merci Pat. Et rappelez-vous, vous pouvez nous retrouver sur nos sites Road Story et Histo Auto, sur notre chaîne YouTube Road Story et en podcast audio sur iTunes, Spotify, Deezer et Google Podcast en recherchant les mots Road et Story. À bientôt.